Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à nos invités. On est en petit comité, c'est d'autant mieux, on pourra poser des questions encore peut-être plus approfondies ou plus personnelles. Évidemment, on a un grand concurrent ce soir, c'est les premières soirées du printemps. Et les Parisiens en sont friands, comme on le sait. Je vais présenter très brièvement nos invités, qui sont connus par vous, mais je rappellerai quand même des itinéraires assez extraordinaires. Claudie Aigneret, médecin, rhumatologue, docteur en neurosciences. Vous avez eu aussi la responsabilité d'être ministre de la Recherche, puis ministre aux Affaires européennes. Vous avez aussi dirigé Universcience, où nous sommes, pendant 5 ans. Mais Claudie, comme on vous appelle dans le milieu spatial, vous êtes ici ce soir, surtout comme spationaute ou comme astronaute. Claudie a volé à 2 reprises. C'est la première française dans l'espace et la seule européenne à avoir volé sur la station spatiale russe Mir, puis, quelques années plus tard, sur la station spatiale internationale, que l'on voit en ce moment très bien certains soirs au-dessus de Paris. Le 17 août 1996, Claudie commence un vol de 16 jours à bord de la station spatiale russe Mir dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. Puis, le 21 octobre 2001, elle devient la première astronaute française à voler à bord de la station spatiale internationale, qui est donc avec les Américains, les Russes, les Canadiens et les Japonais. Et elle vole toujours sur Soyouz, mais comme ingénieure de bord numéro 1. Elle réalise entre autres un programme expérimental dans les domaines de l'observation de la Terre. Laurence de la Ferrière, mais un fait à remarquer, par coïncidence, nos invités et exploratrices sont nés la même année. Laurence de la Ferrière découvre la haute montagne à 20 ans. Elle a un caractère assez rebelle, elle ne suit pas forcément, je reprends vos termes, elle ne suit pas forcément ce qu'elle devait faire, elle renonce à la flûte traversière, à la médecine, et elle part à la conquête des Alpes d'abord, puis du toit du monde, l'Himalaya. En 92, sur l'Everest, vous établissez, Laurence, le record mondial féminin sans oxygène à 8700 mètres. En 1995, vous attaquez le monde polaire avec le Spitzberg, puis le Groenland. En 1997, c'est la rencontre avec l'autre pôle, l'Antarctique. Le 23 novembre 1999, Laurence quitte son point de départ, le pôle Sud, harnaché avec un traîneau qui fait 2 fois son poids et qui permet d'assurer sa subsistance en autonomie totale. Devant elle, 3000 km de désert blanc, comme elle le décrit, à parcourir, et dont plus de 1600 entièrement inexplorés. Le tout à des températures qui avoisinent parfois moins 50 degrés, et des fois, vous décrivez dans votre livre qu'il fait même jusqu'à moins 35 sous la tente. Pendant 73 jours, elle relève les défis du froid polaire, du vent, des vagues de glace, de la peur, de la soif et de l'épuisement. Mais Laurence de la Ferrière devient la première et seule femme au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique. Il y a 3 livres directement liés à notre sujet qui seront proposés à l'issue de notre séance. Il y a Objectif Terre, avec une préface de Claudie Aigneret. Le livre auquel je faisais allusion, Seul dans le vent des glaces, de Laurence de la Ferrière, avec une description détaillée qui est vraiment passionnante. On ne s'arrête pas, on le lit en une fois. Et enfin, Risqué, qui est un recueil, comme l'Objectif Terre, qui est publié par Le Pommier et la Cité des Sciences, et qui est lié à l'exposition Risque, qui est actuellement en cours ici. Les livres seront dédicacés par nos invités. Regardons quelques extraits, parce que les images, évidemment, parlent beaucoup. Ces extraits, évidemment, sont un peu trop courts. On n'a pas le temps de voir l'intégralité des vidéos. Regardons les moments forts des missions extraordinaires, d'abord en orbite, avec Claudie, puis au pôle Sud. Et puis après, évidemment, nous aborderons un peu plus
la matière de notre sujet. Si on peut avoir les images donc, de Claudie lors de son second vol. La fusée Soyouz commence sa lente procession vers le pas de tir. Pas à pas, on sent monter la confiance et la préparation et la concentration pour le vol. Et puis on est vraiment un équipage qui s'entend très très bien et je crois que ça se ressent parce que aussi mon commandant Victor Afanasiev est très souriant. Je crois qu'on est à la fois concentré mais heureux et prêt à partir, donc très, très serein. On a la confiance avec nous dans le système, dans la technique, parce qu'on a reçu des informations là, à diverses reprises que tout allait bien, tout était prêt, que ce soit la fusée, le vaisseau, la préparation des équipes du CNES en place, soit sur Toulouse, soit au centre de contrôle de la mission. Tout le monde est là avec nous, nous soutient. Et c'est un peu ce statut particulier qu'on acquiert à quelques heures du vol. C'est qu'on est vraiment ceux qui vont partir, qui sont le dernier maillon de cette grande chaîne de préparation. 21 octobre 2001, 14h59. Pour la 1663e fois, la fusée Semyorka s'élance vers le ciel. Dans 9 minutes exactement, le vaisseau Soyouz sera mis en orbite. J'ai un souvenir de quelque chose de très calme, un décollage très calme, une mise en orbite très calme, avec des moteurs qui ont fonctionné de façon très, très souple. Bon, bien sûr, le passage d'un moteur à l'autre, ça se fait toujours avec un à-coup important, mais une progression très, très lente des facteurs de charge, rien qui soit difficile physiquement à vivre, quelque chose de très, très naturel. Un amarrage impeccable à une station spatiale encore en construction. Claudie, Victor et Constantin rejoignent dans l'ISS l'équipage dit Incrément. Le commandant américain Frank Culberson et ses 2 ingénieurs de bord russes, Mikhail Turin et Vladimir Desurov, à bord depuis 3 mois. J'ai vécu dans l'Airlock, le compartiment de sortie extravéhiculaire américain, un module tranquille avec peu de bruit, très au calme, où je pouvais même descendre l'écoutille pour avoir un petit peu d'endroits privés par rapport aux autres endroits de la station qui n'ont aucune capacité à être des endroits privés. Donc un accueil très chaleureux et ouvert de la part des Américains, de la part des Russes dans la station. Et j'ai vraiment ressenti ça de façon très très positive comme étant un élément important de ce mélange de culture et de vie et de travail dans la station. Je pense que j'ai apporté quelque chose à l'équipage. Peut-être le fait que je sois femme et que j'ai gardé un petit aspect enfant heureuse de découvrir les choses faisait que j'étais toujours ravie de voir les choses, contente de découvrir tel ou tel élément. Et eux, ça leur faisait plaisir de voir de la joie de vivre et de la bonne humeur. J'étais sérieuse dans mon travail et pas sérieuse en dehors des autres moments. Et ça faisait un petit peu d'air frais et je crois qu'ils appréciaient bien ça. Les quelques heures de liberté que lui ont laissées les équipes au sol, Claudie les passe à contempler la Terre et le cosmos. Une rêverie qui sera de courte durée. Après 8 jours de travail sans relâche à bord de l'ISS, c'est déjà le moment d'embarquer dans le Soyouz de retour. Le programme scientifique se poursuivra pourtant bien au-delà de la mission Andromède. Un dernier adieu à la station et le moment le plus physique de la mission attend l'équipage, la rentrée dans les couches denses de l'atmosphère.
5 heures après la fermeture du sas de la Station spatiale internationale, le Soyouz de la mission Andromède touche sans violence le sol kazakh avec un équipage heureux à son bord. Le commandant Victor Afanassiev va satisfaire aux traditions en signant son vaisseau comme l'avait fait Gagarine 40 ans plus tôt. Ses deux camarades, Konstantin Kosseyev et Claudie Aigneret, l'imiteront peu après. La mission Andromède se révèle un plein succès sur tous les plans, qu'il soit opérationnel, scientifique ou technologique. Le traitement du programme expérimental s'étalera sur de nombreux mois encore. Ce vol franco-russe a ainsi ouvert un nouveau chemin pour les astronautes européens vers la Station spatiale internationale. Un astronaute professionnel, quand il a beaucoup d'entraînement, d'expertise, c'est vrai que là où il se sent bien, alors il s'en laisse, c'est dans son métier qui est d'être un professionnel de l'espace. Pour ma part, je dois d'abord voler du Chili à la base de Patriot Hills, puis prendre un deuxième avion pour rejoindre mon point de départ, le pôle Sud. En 1996, je suis partie de la côte ouest et j'ai marché 1400 km pour atteindre le pôle Sud. Cette année, je veux boucler la traversée du continent en ralliant la base scientifique de Dôme C, puis celle de Dumont-d'Urville sur la côte est. Au bout de 6 heures de vol au-dessus de l'océan glacial antarctique, le continent apparaît enfin. Après 3 ans, je me demande si je vais y retrouver ma place. Cet endroit est un piège. Il faut que je parte. Je me sens agressée par ces applaudissements que je ne mérite pas. Je fais des efforts démesurés pour m'échapper. En fuyant les humains, je me jette dans l'inconnu. Il m'a fallu 3 jours pour ne plus entendre les bruits de la base. Maintenant, il faut que j'avance. Je ne dois plus me retourner. Where are you now? I'm not far. No, but... yeah, far from you, yeah. Yes, true. No, but I just for, It's hopeless, absolutely hopeless. Yeah. I was able to move, but it's terrible because it's like mountain of sastrugi. You're not only struggling with the bad snow and the cold, but you struggle with your own disappointment, and that's something. That's something very, very difficult. I know a little bit. Yeah. It's true. I try really to work on that. Le téléphone me rend vulnérable. Il me donne le sentiment de pouvoir compter sur les autres, alors que je suis vraiment seule.
J'ai marché 8 heures. 5e jour. Première fois où je marche à peu près correctement. On va voir combien de kilomètres ça fait, mais bon. 6,8. C'est injuste. J'ai même pas envie de réussir un exploit, j'ai juste envie de faire le mieux de moi-même. J'ai envie d'ouvrir un itinéraire. J'ai envie de montrer des choses que personne ne verra jamais, personne n'a jamais vues. C'est pourtant, c'est pas prétentieux. Pourquoi j'y arrive pas? Je vais quand même pas faire 100 km sur 1600 km. Je vais avec le vent et les kilomètres défilent. Je me nourris de la beauté de ces paysages que je suis la première à découvrir. Commentons un tout petit peu ces images avant de... Laurence, on commence avec vous, si vous voulez. Comment a commencé pour vous ce projet d'aventure dans ce milieu extrême? Quel est le point de départ? Alors déjà, je suis désolée parce que c'est vrai que c'est un extrait d'un extrait et je trouve qu'il n'est pas très représentatif de l'expédition, mais bon, ça permet de se plonger un peu dans cet univers. Mais alors, le point de départ, c'est vraiment l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une passion. Donc, c'est une suite d'expéditions que j'ai réussi ou échoué d'ailleurs, qui m'a ouvert des horizons vers quelque chose qui semblait impossible, que j'ai cru possible, qui m'ont permis de m'entourer de gens extraordinaires et qui m'ont assisté dans des projets que personne n'avait a priori envie de mener ou osé envisager. Donc, je suis partie en tant qu'alpiniste, en tant que grimpeuse à 18 ans. J'ai découvert complètement par hasard la montagne. Et c'était pour moi une sorte de révélation. Et là, je me suis dit, je vais faire ma vie en montagne. Et donc, j'ai gravi les échelons, on va dire, entre guillemets, par des ascensions dans les Alpes, après des ascensions dans l'Himalaya. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un échec qui, pour moi, a été absolument déterminant. C'est que, comme tout himalayiste, je voulais gravir le sommet de l'Everest totalement sans oxygène. Vous savez que, normalement, la plupart des gens utilisent des bouteilles d'oxygène pour respirer quand ils dorment, quand ils marchent. Et moi, je voulais être la première femme au monde à faire ça sans oxygène. Et finalement, le plus haut que j'ai atteint, c'est le sommet sud, c'est-à-dire à 8700 mètres. Mais ce n'était pas le sommet principal, à 8848. Et pour moi, c'était un échec très important, parce que je consacrais ma vie à ça. Et j'ai voulu me remettre en question dans un univers dans lequel j'allais pouvoir en apprendre plus sur mes capacités. Et je me suis dit, l'idéal, c'était de partir seule et de partir dans le plus grand désert du monde. C'est comme ça que vous avez basculé vers le polaire. Et c'est comme ça que j'ai basculé, on va dire, dans l'univers polaire, parce que je me suis dit, je suis capable de le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Donc il faut que j'arrive à me remettre en question dans un endroit où je vais être seule pour pouvoir vraiment me concentrer sur les forces que je sens en moi, mais que je ne suis pas capable de mettre en œuvre. Et donc c'était un itinéraire tout à fait différent, un défi tout à fait différent par rapport En fait, oui, c'était un défi différent dans le sens où c'était vraiment, on va dire, une rencontre avec moi-même pour retourner avec d'autres forces au sommet de l'Everest et de réussir selon l'éthique et l'idéal que j'avais par rapport à ça. Donc ça a été, on va dire, un passage obligatoire, mais dans le fond, pour résumer un peu rapidement, ce passage a été une fin. Parce que finalement, ce parcours de 30 ans
à travers 50 expéditions. C'est un parcours très personnel qui correspond à ce que je suis, à ce que j'avais envie de savoir, au questionnement, à une histoire familiale, une histoire personnelle. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir des réponses à des questions. C'est la raison pour laquelle je partais en expédition. Finalement, j'ai fini par le découvrir et à mettre des mots là-dessus. Et à travers l'expédition, ma dernière expédition en Antarctique, finalement, j'ai eu les réponses que j'attendais. Alors, me demandez pas quelles étaient mes réponses, parce que ça n'a aucun intérêt. Non, mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est des choses qui sont vraiment très, très personnelles, très, très profondes. Et dans le fond, les mots n'ont pas d'intérêt. Mais ce sentiment, on va dire, de complétude que j'ai ressenti à l'issue de cette expédition a été suffisante et surtout m'a fait penser que c'était pas nécessaire que je retourne à l'Everest, que par contre là je prenais un risque par rapport à ma vie, que c'était une sorte de prétention de vouloir aboutir et réussir tous les défis que je me donnais, qu'il fallait que j'accepte de renoncer à l'Everest pour tirer peut-être toute la richesse de ce que je pouvais ressentir après cette expédition en Antarctique. Claudie, comment vous êtes venue un peu vers les étoiles? Quel a été votre destin? Au départ, vous étiez une femme de science, un parcours de chercheuse qui vous a conduit soudainement à explorer aussi les milieux extrêmes. Comment cela s'est développé? D'abord, je voulais vous dire merci de nous avoir réunis et puis d'avoir la possibilité d'être avec Laurence. Et ça me replonge dans quelque chose qui, je pense, est un petit peu le déclencheur de cette envie, cette curiosité, cette envie d'explorer et de partir à l'aventure scientifique et technique, comme vous le dites, mais aussi cette aventure humaine. J'ai passé mon enfance avec un père qui nous emmenait une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, je sais pas, aux connaissances du monde. C'était des moments où on regardait des films, des aventuriers, je vois que certains dans la salle connaissent. Et donc on découvrait les explorateurs des fonds sous-marins, les explorateurs de l'Antarctique, de l'Arctique. Ça. Et bon, moi, ça me donnait ce bonheur de l'aventure, de l'exploration. Alors j'avais ça déjà dans l'esprit, qu'on pouvait y avoir beaucoup de plaisir en découvrant des choses inconnues, en poussant des portes et des frontières encore méconnues. Et puis ensuite, un moment majeur pour moi, c'est le premier pas de l'homme sur la Lune, petite fille de 12 ans en juillet 69, qui voit se réaliser un rêve qu'on a tous. On se dit, ce satellite de la Terre inaccessible, en juillet 69, pour la première fois, l'homme était à la conquête de ce satellite, posait le pied sur ce satellite, et c'était un moment assez magique, plein d'émotions, où quelque chose qui était du domaine du rêve et de l'inaccessible devenait une possibilité. Alors, on ne décide pas de devenir astronaute parce que d'un seul coup, un rêve peut devenir une réalité. Il n'y a pas d'école d'astronaute. Je le dis souvent à des tas de petites filles ou de petits garçons qui viennent me demander quelle est l'école pour être astronaute. Il n'y a pas d'école. Donc, je n'ai pas décidé à ce moment-là. Et comme vous le rappeliez, Frédéric, je suis donc devenue médecin rhumatologue. Et c'est plutôt un concours de circonstances. Dans l'hôpital où je travaillais, l'hôpital Cochin, une petite annonce sur un mur de l'Agence française de l'espace, le CNES, qui recherchait des scientifiques pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations orbitales. Et là, oui, j'avais envie de vivre cette aventure. Bien évidemment, elle résonnait dans ma tête. Comme le dit Mère Teresa, la vie est une aventure, osez-la. Mais je me suis dit, allez, je demande un dossier et j'ose. Et j'ai tenté cette sélection où on était 1000 candidats et j'ai eu la chance d'être donc retenue. On était 7 à être retenus sur les 1000 candidats à l'époque, c'était en 85. Et voilà, j'ai eu cette chance de devenir d'abord une candidate astronaute avant de pouvoir entamer un cycle de préparation qui m'a amenée à faire ces 2 missions dont on a parlé tout à l'heure. Alors, moi, j'ai peut-être pas vécu l'aventure comme Laurence vient de la raconter, parce que pour moi, c'est une aventure complètement collective. J'étais dans un collectif de chercheurs, d'ingénieurs, qui étaient dans cette conquête spatiale.
alors, le vol habité, mais il y a bien plein d'autres éléments de la conquête spatiale, des sondes automatiques, des satellites d'observation de la Terre pour mieux comprendre notre planète, enfin de multiples réalisations technologiques tout à fait performantes. Mais il y a un ensemble de chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs qui mettent au point ces moyens techniques, ces outils de conquérir, d'explorer et d'aller toujours plus loin que ce qu'on sait déjà faire. Et j'étais partie prenante de cette aventure collective-là. Et pour moi, la première mission à bord de Mir, ça a été la découverte de cet environnement, une très belle aventure humaine, peut-être on y reviendra, parce que moi j'ai adoré ces 10 années de ma vie passées en Russie, puisque j'ai volé les 2 fois avec le système russe, la fusée Soyouz que vous avez vue sur le film. Et j'ai pénétré dans cette atmosphère très, très particulière de l'Union soviétique. Je suis arrivée, j'ai commencé à travailler là-bas en 87, et puis en 92, démarrer l'entraînement, juste au moment de la transition Union soviétique-Russie. Donc il y avait une aventure humaine absolument extraordinaire à vivre aussi dans cet environnement. Et donc un apprentissage de ce métier, comme je le dis, nous sommes des professionnels de l'espace, on passe des heures et des heures à l'entraînement en simulateur pour répéter chacune des situations et pour ne pas partir à l'aventure sans avoir maîtrisé les risques que cette aventure peut comporter. Donc on a un entraînement qui est fait pour ça, mais vraiment axé sur le collectif. Et ma deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale, c'était pour moi participer à une aventure internationale qui n'existait pas encore. Station spatiale internationale, c'est absolument remarquable sur le plan diplomatique. C'est une des très belles aventures où les Américains, les Russes, les Japonais, les Européens, les Canadiens travaillent ensemble pour un objet absolument somptueux. On voit les images et ça me donnait un petit peu de nostalgie. Il y avait 3 modules au moment où je suis arrivée en 2001 dans la station. C'était le tout début de la Station spatiale internationale et on en parlait avec Frédéric. En ce moment, il y a des passages absolument magnifiques de la station sur des orbites qu'on peut regarder sur Internet. Vous allez regarder les trajectoires par la NASA de la Station spatiale internationale. Il y a peut-être encore un passage ce soir, mais ça fait 2 soirs de suite qu'on la voit magnifiquement. Aujourd'hui, cette station, 14 ans après le début de sa construction, elle est énorme avec des panneaux solaires. C'est un objet lumineux dans le ciel absolument énorme. Et quand je vois ces images de 2001, je me dis que c'est vraiment une aventure absolument somptueuse qui a été réalisée, diplomatiquement pas facile, faire travailler une culture russe avec une culture européenne, une culture japonaise et une culture américaine. Vous imaginez que c'est pas complètement simple, mais il y avait des éléments de cette aventure humaine qui sont tout à fait extraordinaires. Donc c'est aussi une aventure, c'est un voyage extrême parce que bien évidemment, être en orbite à 400 km autour de la Terre, vous avez vu la fusée. Alors là, je dis très gentiment que c'est souple. Voilà. Pas tout à fait. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a 3 étages de propulsion au sommet d'une fusée. Ça va jusqu'à 4 fois la force de gravité, le 4G à chacune des propulsions de chacun des étages. Mais ça va très vite. En moins de 9 minutes, on est injecté en orbite. C'est-à-dire, il n'y a plus de propulsion, il n'y a plus que la capsule. Et là, on est en microgravité, effectivement. Après, il faut rejoindre la station. Vous avez vu l'amarrage, découvrir cet environnement extraordinaire de la station. Le retour, il est très physique. Je crois que dans le film, on dit que l'arrivée est tranquille. Bon, c'est quand même la période la plus physique du vol, le retour. Beaucoup de vos collègues ont été blessés d'ailleurs. Enfin, pas beaucoup, mais certains en tout cas, parce que les chutes de contact étaient des fois un peu violentes. On descend sous une coupole, vous l'avez vu, un parachute de 1000 mètres carrés, mais malgré tout, il y a quand même on est à 27 000 km/h en orbite là-haut. Donc après, il y a bien évidemment une impulsion de freinage pour décélérer et rentrer dans l'atmosphère. Le passage dans les couches denses de l'atmosphère, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis l'impact au sol dans les steppes du Kazakhstan, c'est effectivement quelque chose d'assez sportif. Mais parce que je suis médecin rhumatologue et ancienne sportive, le fonctionnement du corps, ça m'intéresse. Donc moi, j'ai toujours été ravie de faire de la centrifugeuse, du tabouret tournant, du caisson à dépression. Enfin, tout ça me plaît beaucoup. Essayer de voir jusqu'où je peux aller avec mon corps. Donc ça faisait partie des choses de l'aventure dont j'avais envie. Un dernier mot, Claudie, sur ces impressions-là que vous nous décrivez. Est-ce que finalement, toutes ces années, parce que c'est le travail d'astronaute, de spationaute, c'est énormément d'années. Est-ce qu'on arrive à bien marier finalement
la science, l'approche scientifique et le vol habité. Est-ce qu'on réussit bien à tresser cet ensemble de choses, et comme vous le disiez, avec de grosses équipes? On n'est pas dans un monde solitaire, on est en monde d'équipe. Oui, alors, je vais faire comme Laurence, je suis un petit peu déçue du film parce qu'on Oui, n'a pas vu une image de science, et pourtant j'avais demandé à Frédéric d'en garder. Parce que, un petit peu la frustration, moi j'ai fait des vols de courte durée, un vol de 16 jours la première fois et de 10 jours un vol relève la seconde fois. Et c'est un peu frustrant par rapport à mon mari, par exemple, qui est aussi astronaute, qui a fait un vol de 6 mois, où il avait le temps d'aller regarder par le hublot la beauté de la Terre, la beauté du cosmos. Moi, j'ai eu un programme de travail très important dans ce laboratoire où la force de gravité est pratiquement annulée. On dit microgravité parce que c'est pas de la zéro-gravité complète, mais la force centrifuge de la vitesse de satellisation compense pratiquement la force d'attraction terrestre. Donc on a 10 puissance moins 3 de gravité. Et vous avez vu, on se déplace sans la force de gravité. Donc c'est un laboratoire qui nous permet, à nous scientifiques, de nous interroger sur le rôle de la gravité dans la physiologie humaine, dans la biologie animale, dans la biologie du développement des végétaux ou d'autres natures, dans la physique des fluides, dans la physique des plasmas, la constitution des alliages, les combustions. Enfin, il y a un programme de recherche qu'on ne peut pas faire au sol, puisqu'au sol, on n'a aucun moyen de supprimer cette force de gravité. Donc, c'est un laboratoire exceptionnel pour ces recherches en microgravité. Et le planning est très, très chargé avec ce programme de recherche. Dieu merci, on était en lien. Et moi, le téléphone, ça me faisait plaisir d'avoir le téléphone, parce qu'on était en lien avec le centre de contrôle de la mission. Et même si on est bien entraîné, même si on a tout répété, les Russes disent quelque chose qui est très vrai. Ils disent « Всё будет не так ». Ça veut dire que rien ne sera de toute façon comme ce qu'on avait tout à fait prévu que ce soit. Et je pense que c'était la même chose pour Laurence. Donc, Всё будет не так. Alors, de temps en temps, on s'en sort tout seul. Et puis, de temps en temps, il faut demander au sol qui reboot un ordinateur. Et donc, on est bien heureux d'avoir la liaison avec le sol. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que les aventures spatiales, il y en a encore d'autres à vivre, dont les aventures d'exploration martienne habitée, qui sont dans ce 21e siècle, je l'espère, quelque chose qui se produira. Et là, il va falloir une sacrée dose d'autonomie de l'équipage par rapport à celle qu'on peut avoir quand on est en orbite basse, comme je l'ai vécu, comme je le raconte, et qui se rapproche peut-être de ce que Laurence a vécu. Il y a des expérimentations pour les astronautes qui se passent en Antarctique, d'ailleurs, parce que là, oui, ils retrouvent un peu le type de conditions. Laurence, comment vous avez vécu effectivement la solitude? D'abord un mot aussi pour recoller l'extrait de l'extrait, pour raconter un peu l'histoire, parce qu'on passe d'une façon assez brutale à la voile quand les choses s'améliorent. Racontez-nous un tout petit peu ça, ce qu'on ne peut pas voir dans un temps limité. Et aussi, alors, cette solitude, à la fois, c'est un obstacle majeur, j'imagine, quand on est... mais après, vous contrôlez... Ça devient votre allié, vous l'apprivoisez d'une certaine façon. Comment ça se passe? Bon, d'abord, je voudrais dire que les images de Claudie sont très émouvantes quand même. Bon, même si elles sont peut-être pas suffisantes, mais elles sont... moi, j'étais très touchée par ces images. Alors, concernant la solitude, alors d'abord, effectivement, sur le terrain, je suis seule, ça c'est vrai. Par contre, j'ai une équipe autour de moi à distance qui a travaillé et avec lequel la relation sur le plan psychologique est extrêmement importante. Donc ça, c'est important. L'histoire du téléphone, si ça me dérangeait, c'est qu'en fait, quand vous êtes en plein milieu de l'Antarctique, c'est un monde qui est sans vie. Enfin, c'est une vie minérale. Et c'est vrai que d'entendre une voix alors que vous avez à gérer une relation un peu pas tout à fait naturelle avec les éléments, avec le froid, avec les crevasses, avec la neige, avec le blizzard, avec le white-out, vous avez envie, en fait, de fusionner avec cet environnement. Et une voix est quelque chose qui est complètement incongru. Ça ne fait pas partie de cet environnement. Et du coup, quelque part, vous perdez un peu de votre capacité à entrer en contact avec la nature. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a dérangée. Alors que j'ai appris à apprivoiser et finalement qui m'a aussi apporté au bout du compte. Et puis, je crois que c'était très important
temps aussi pour pouvoir communiquer et partager avec les autres. Mais ça, c'était quelque chose de difficile. Et pour revenir à votre question sur la solitude, les grandes expéditions, en particulier dans les endroits qui sont dénudés de vie humaine, en fait, se font en général en solitaire. Parce que si vous avez à tenir compte de l'autre, on n'est pas dans un contexte, on va dire, avec une dimension technique déjà à la base. On est dénudé, en fait, on va à l'essentiel complètement. Ouais. Et l'essentiel, c'est ce qui fait partie de votre âme, de votre énergie, et des choses que vous ne connaissez pas, en fait, dans le fond. Et c'est cet affrontement avec ce monde qui est tellement violent, qui est tellement pas fait pour l'homme, qui est tellement inhumain, qui va faire que vous allez faire ressortir de vous des compétences que vous ignorez, mais qui sont uniquement adaptées à la situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. Et pour ça, le fait d'être seul vous donne cette puissance de concentration et de compréhension que vous ne pourriez pas avoir si vous aviez à tenir compte d'une relation humaine, ce qui est logique. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous avez envie de tenir compte de cette autre personne. Je veux dire, ça paraît difficile de l'ignorer et de mettre une barrière avec l'autre. Raison pour laquelle cette solitude ne m'a jamais pesé. Au contraire, elle a été vraiment source d'inspiration. Bon, passé les premières périodes d'adaptation qui étaient très violentes et où j'aurais pu craquer si quelqu'un, par malheur ou par bonheur, était passé devant moi. Mais à la fois, votre interlocuteur qui est à la destination, votre ami norvégien, c'est un peu votre centre de contrôle, enfin, d'une façon... Non, c'est pas mon centre de contrôle, c'est... Non, centre de contrôle au sens où ça vous donne quand même, c'est votre lien avec une... C'est un lien qu'il a fallu que j'apprenne à accepter et à développer. Et surtout, je pense que c'était quelqu'un de tellement exceptionnel sur le plan humain, sur le plan de la compétence, à tous les niveaux, qui fait qu'il s'est adapté à mon environnement. Et finalement, à tous les deux, on a ressorti le meilleur de ce qui pouvait exister dans ce type de relation et dans ce type d'environnement. Mais c'est vrai qu'à la base, la première expédition, je l'avais faite avec une radio qui pesait 10 kilos. Il fallait que j'installe une antenne qui mesurait quelque chose comme 20 mètres, perpendiculairement face à la direction de la base que je voulais atteindre. Il fallait que j'essaye de la soulever un peu en hauteur pour pouvoir capter les signaux. On se parlait, on répondait, je l'utilisais une fois par semaine, ça marchait une fois tous les 3 semaines. Donc bref, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et finalement, j'en ai éprouvé une sorte de jubilation, non pas parce que c'était compliqué, mais parce que ma solitude était vraiment totale, telle que finalement j'ai compris qu'elle était nécessaire pour ce genre d'expédition. D'accord. Et juste un mot, alors effectivement pour les images manquantes, racontez-nous un tout petit peu effectivement l'itinéraire lui-même, c'est-à-dire l'itinéraire mais pas simplement géographique, mais comment les choses se sont mises en place par rapport à comment fonctionnait, vous pouviez passer à la fois de la marche, cette marche extrêmement ardue, et à la voile. Alors, si vous parlez, c'est vrai que pour faire des grandes distances en Antarctique, en tout cas dans le monde polaire, le fait de pouvoir utiliser le vent donnait l'accès à des zones qui étaient beaucoup plus vastes que si je ne pouvais que tirer mon traîneau avec les pots de fob que j'avais sous les skis. Il y a ce découragement au début dont vous parlez dans les images qu'on voit. Non, alors c'est pas moi qui parle de ce découragement, c'est un découragement potentiel en tout cas. De démarrage, de difficulté. Disons que oui, le démarrage a été très très violent. Le démarrage a été très lent. J'avais le vent contre moi, donc je ne pouvais pas utiliser les voiles. Et c'est vrai que au départ, donc il faisait moins 55. J'avais le vent contre moi, donc je me suis gelé les pieds très rapidement. J'ai eu des gelures très graves. J'ai fait les premiers jours 700 mètres par jour et j'en avais 3000 à parcourir. Donc c'est vrai que le départ, il fallait vraiment le vouloir. Parce que finalement, ça donnait raison à tous les gens qui pensaient que ce genre d'expédition était impossible. Par contre, moi j'étais persuadée que je pouvais le faire, que ça allait marcher à un moment ou à un autre. Et c'est là où la dimension psychologique est extrêmement importante, parce que quelque part, il faut que vous arriviez à trouver une dimension humaine dans un monde qui ne l'est pas.
Donc il faut oublier l'idée des 3000 km, il faut se concentrer sur chaque pas, sur chaque mètre, et en fait considérer que chaque victoire est un pas vers le succès, est un pas vers l'objectif, et que finalement c'est le chemin le plus important et c'est pas l'objectif le plus important. Ouais. Et donc on va dire ce redimensionnement pour arriver à exister dans cet univers m'a donné la force de patienter pour pouvoir réaliser le parcours. Mais ce qui était le plus exaltant dans l'histoire, c'était, et un peu ce dont parle Claudie, c'est l'idée de marcher dans des endroits que personne n'a foulés. Donc parcourir quelque chose que jamais personne n'a fait, apporter une pierre à l'édifice de la connaissance d'un environnement qui est quand même très très peu connu, ça c'est quelque chose qui psychologiquement est vraiment la source d'une très grande force. Oui, et puis quand même à noter, hein, on ne le dit pas, on ne le voit pas là, c'est que vous avez fait quand même aussi un peu de science, car c'est une terre de science, l'Antarctique. Oui, alors... Faire de la science, ça c'est vraiment quelque chose que je n'oserais jamais aborder aider, à côté de Claudie. En tout cas les équipes, voilà, aider les équipes à récupérer J'ai participé techniquement à certaines recherches, comme faire des petits carottages à 1 mètre de profondeur, donc rapporter des échantillons de neige sur le manteau neigeux entre le pôle sud et la base de Concordia, parce que personne ne connaissait, n'avait aucune information sur cette zone, d'essayer de faire des mesures de température. J'avais des capteurs qui étaient installés sur mon corps pour essayer de voir comment mon corps allait réagir par rapport aux températures extrêmes extérieures, et une exposition qui était quand même très très longue, parce que 73 jours exposés, c'est relativement long. Avec une adaptation, on imagine. Alors voilà, avec essayer de comprendre comment le corps était capable de s'adapter à des températures très basses que j'étais obligée de subir en gros 14 heures sur 24 et 24 heures donc pendant 73 jours. Et puis la recherche de météorites et donc la poussière de météorites qu'ils ont retrouvée dans les échantillons de neige. Mais moi, je n'ai pas trouvé de météorites comme on peut l'imaginer. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Ça ne tombe pas comme ça, et surtout, ça ne reste pas en surface dans cette zone de l'Antarctique. Claudie, juste un mot avant de passer les questions à la salle. Effectivement, oui, peut-être. J'ai 3 points. Je disais que nos aventures étaient différentes. Je coupe là-bas. Oui. Il y a 3 points sur lesquels je trouve qu'on se rejoint. Il y a cet émerveillement quand même devant cette nature. Laurence le dit très bien, et bien évidemment, vous pouvez imaginer que ce regard par le hublot côté Terre ou ce regard par le hublot côté Cosmos, bon, ça nous rend conscients à la fois de cette beauté, cette fragilité. Partir dans des lieux qui ne sont pas notre quotidien, c'est vrai que ça change notre regard. Et je pense que ça, c'est très important de pouvoir changer de regard si on veut aller vers des découvertes et de l'exploration. Donc ça, cette communion et cet émerveillement par rapport à cette nature, je pense qu'on le partage dans ces aventures humaines. Le deuxième élément, c'est sur les aspects de recherche. Vous avez parlé des capteurs qui permettaient de connaître certains des éléments de la physiologie de l'humain par rapport au froid. Nous, bien évidemment, il y avait aussi tout un programme de recherche sur la physiologie de l'adaptation du corps humain à ces conditions de microgravité. Le fait que vous ne marchez plus, donc vous n'utilisez pas les muscles ou le squelette de la même façon, que votre appareil vestibulaire n'est pas soumis aux mêmes stimulations qu'on est au sol, permet de comprendre comment l'organisme humain peut s'adapter à des environnements extrêmes dans ces voyages extrêmes. Et ça, c'est effectivement une part de connaissance importante, parce que la vie qui est devant nous, elle va comporter encore des aventures, des aventuriers, des explorations, des conquêtes pour aller plus loin. Et il faut connaître quand même comment l'organisme se comporte dans ces conditions. Et puis le troisième élément, c'est de se dire qu'effectivement, c'est un environnement extrême auquel on se prépare le mieux possible, mais qui n'est jamais tel qu'on l'a préparé, et que le mieux à faire, c'est de très vite plonger dans cet environnement. C'est-à-dire, quand on arrive à bord de la Station spatiale internationale, il ne faut pas essayer de se dire « Ah ben, je ne faisais pas comme ça dans le simu seul, il y avait le haut, le bas. Là, on est en 3 dimensions. » On sait pas. Et le plus on se raccroche à ces réflexes de terrien,
le plus longtemps on ne va pas se sentir complètement confortable dans la nouvelle situation. Et c'est vrai que les astronautes qui profitent le mieux possible, à la fois pour le programme expérimental et pour leur vécu de la mission, c'est quand on se dit, bon, on y est, hein, on ne va pas demander à revenir sur Terre maintenant. Non, après, moi j'ai été sélectionnée en 85, j'ai volé en 96, ça faisait 11 ans que j'attendais le moment de partir. Je n'avais pas du tout envie de revenir à la première heure. Donc, vraiment plonger tout de suite dans cet environnement différent, particulier, qui est celui des aventures. Là, elles nous ont conduits. Et je peux le dire aussi, par exemple, par la voix de mon mari qui a fait une sortie extravéhiculaire, l'ouverture de l'écoutille vers l'extérieur de la station et sortir de la station pour se jeter dans le vide spatial. Voilà, il faut y aller aussi. Il faut se dire qu'il faut y aller. Hein. On y est, il faut y aller, il faut s'adapter immédiatement. Et on découvre des choses dont on ne pensait pas être capable de le faire. Et c'est vrai que moi, en tant que médecin, j'ai découvert du potentiel du corps humain que je n'avais pas exploré en tant qu'humain terrien, terrestre dans le champ de gravité. Et que ça m'a donné à la fois beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, on le voit, hein, mais aussi ça m'a permis de m'interroger sur l'adaptabilité de notre système physiologique, sa plasticité éventuelle, et ça ouvre des champs, là aussi, dans la connaissance de la médecine ou de nouveaux types de traitements ou de compensation qu'on peut avoir sur des déficits, parce qu'on révèle des potentiels qu'on ne connaît pas, des potentiels cognitifs ou des potentiels physiques. Et d'ailleurs, ma deuxième mission spatiale, je le dis souvent, j'ai été immédiatement bien dès l'injection en orbite, alors que le premier vol, bon, les premières, pas 24 heures, parce qu'on a un peu mal à la tête, on a la tête comme si on avait fait le cochon pendu pendant des heures, puisqu'il y a une redistribution des fluides différentes, on a un peu désorienté, retrouvé la première station, c'était une station multi-module, la station Mir, retrouver le haut, le bas, la droite, la gauche, le bas. Bon, souvent, on est un peu perdu au début pour retrouver son orientation dans ces trois dimensions. Mais mon deuxième vol spatial, il n'y a même pas eu besoin de ces 24 heures d'adaptation. Comme si, quelque part, ça existait déjà en nous, ces potentiels. Une mémoire du corps. Une mémoire du corps, et puis sûrement des potentiels non exploités que nous avons physiologiquement, et qui, une fois révélés, sont accessibles pratiquement immédiatement. Et tout ça, c'est absolument fantastique quand on pense effectivement à tous ces champs de connaissances qui sont encore complètement à développer. D'ailleurs, j'en profite puisque vous êtes là. On a une très belle exposition sur le risque, et Laurence faisait partie du comité scientifique et elle nous a beaucoup aidé pour la mettre en place. Puis très belle exposition sur le cerveau. Et justement, avec tout ce que les neurosciences ou les sciences cognitives aujourd'hui nous font découvrir de ces capacités d'adaptation et de plasticité, et qui nous permettent probablement de se dire que l'homme va aller au-delà de ce qu'il sait savoir faire aujourd'hui. Et c'est aussi un petit peu ce qui nous meut dans cette aventure. C'est de se dire qu'on participe de ça. Ouais. J'imagine qu'il y a une envie de poser des questions dans la salle. On ne va pas monopoliser. Je ne vais pas monopoliser. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y a des questions? Non, mais comme on enregistre, il faut un micro. Bonsoir, merci pour ces témoignages très émouvants. Cette question s'adresse à toutes les deux. Est-ce que vous imaginez, vous pourriez vous imaginer à la place de l'autre dans ces voyages extrêmes? Non. J'ai beaucoup d'admiration, mais non. Mais alors, si on me demandait d'aller m'entraîner au Dôme C ou à Concordia pour préparer une mission ou de plonger dans un sous-marin, je vous ai dit, j'aime bien, moi, tout ça. Non, mais ça, on pourrait partir toutes les deux et s'entraîner là-bas. Dans le Dôme, faire des manips, de la recherche dans ces conditions extrêmes, en isolement. Mais alors, les milliers de kilomètres comme ça, dans le vent, je ne suis pas sûre. Une autre question? Le micro, là-bas.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. On parle parfois d'un syndrome dépressif après avoir atteint le toit du monde, après avoir atteint un objectif que personne n'avait fait auparavant. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous pourriez en parler? Alors, oui. Je pense qu'on ne touche pas les étoiles impunément. Alors moi, mes étoiles, elles étaient un peu gelées, elles n'étaient pas forcément très haut dans l'espace. Mais on ne touche pas des choses aussi, comment dire, exaltantes, aussi fortes, aussi incroyables, aussi, qui font partie quand même d'une autre dimension que de celles qui nous environnent ici, impunément. Et c'est vrai que moi, au retour de chaque expédition, il a fallu que je gère le retour, que je gère le contact à nouveau avec les gens qui m'entourent et que j'accepte l'idée de descendre aussi profondément que haut j'étais montée pour pouvoir après retrouver un équilibre. Alors ça ne se fait pas après la première expédition. Au début, on en prend plein la figure. Et puis petit à petit, ça s'apprivoise. C'est compliqué, mais ça fait partie de l'aventure et c'est très important. Alors, j'ai le sentiment d'avoir été très privilégiée parce que j'ai vécu des aventures à répétition. J'ai pas tellement eu le temps de passer dans un moment où j'étais peut-être plus à l'écoute de moi-même. Un vol en 96. Ma jeune fille, je dis plus petite fille maintenant, en 98. Hein, ça, c'est une belle aventure aussi. Donc, c'est juste après. Ensuite, doublure du vol de 99, de mon mari en 99, le vol de 2001, j'atterris en fin d'année 2001 et en début d'année 2002, on me propose de rentrer dans l'équipe gouvernementale sous la présidence de Jacques Chirac. Donc tout ça s'enchaîne, voilà, de 2002 jusqu'à 2005. Et puis l'Agence spatiale européenne où je participe à des grands projets de recherche après 2005. Les 5 années que je viens de passer merveilleuses dans l'aventure d'un établissement public comme celui-ci, avec tous les trésors de chacun des collaborateurs et les trésors de la science et de la technique à mettre à disposition du public. Et puis là, j'ai la chance de repartir sur une aventure de recherche européenne spatiale. Donc voilà, je ne me pose pas vraiment entre deux aventures et je trouve que la vie est un défi plein d'aventures et il y en aura probablement d'autres encore après. Voilà. Mais je conçois que si les portes ne s'entr'ouvrent pas dans les quelques mois ou années, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai, on change bien sûr quand on vit des aventures comme ça, mais c'est aussi le regard des autres sur nous qui change. Et je trouve que ça, c'est ce qui est le plus difficile, d'endosser la responsabilité du regard et de l'attente et des autres et de l'incarnation qu'on peut représenter de certaines choses que certains désirent mais n'ont pas fait, que nous avons eu le privilège de faire. Et c'est plutôt dans cette difficulté d'être à la hauteur du regard de l'autre sur soi. Mais excusez-moi juste de rebondir sur ça. D'une façon, je rebondis sur cette question. Est-ce que le fait d'être ces efforts que vous faites l'une et l'autre dans vos expériences, de façon ponctuelle, c'est-à-dire sur 76 jours ou sur une dizaine de jours ou sur 16 jours, ça demande énormément d'adrénaline. Quand on revient au sol, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des fois d'ailleurs à Houston, de façon journalistique, le post-flight blues, cette impression effectivement que tout d'un coup, on a un grand vide? Alors, si, moi je l'ai ressenti, mais je l'ai ressenti, je dirais que après la première fois où je l'ai un peu subi, après pour moi ça a été un moyen, une occasion de reconstruction. Donc je l'ai ressenti et je l'ai vécu de manière constructive. C'est-à-dire que j'ai accepté d'aller très loin, mais j'ai aussi accepté d'en payer le prix. Et finalement, ça m'a permis, même si c'est vrai que j'ai eu pendant longtemps la tentation, et je l'ai réalisé, d'enchaîner les expéditions et d'enchaîner les projets de façon à ne jamais retomber parce que finalement je me raccrochais à ça. Et c'est vrai que j'ai plus ressenti cette chute à partir du moment où j'ai décidé de prendre plus de temps entre deux expéditions. Mais je l'ai ressenti comme quelque chose d'essentiel à vivre pour pouvoir, ne retirer que du positif de ce que j'ai, en tout cas, ne retirer
de garder toute la richesse de ce que j'avais vécu. Voilà, pour ne pas abîmer cette richesse par une envie ou une nostalgie trop omniprésente, ou l'incapacité de vivre des plaisirs de tous les jours de la société, qui finalement sont des plaisirs simples, mais qu'il faut apprendre, en tout cas dans mon cas, qu'il a fallu apprendre à apprivoiser et à apprécier. Et donc il a fallu que j'accepte voilà, ce mouvement de haut et de bas, un peu de vague, pour pouvoir vivre tout ça. D'autres questions ? Allez-y, mais sinon j'en... Est-ce que le fait d'être femme est une dimension à prendre en compte dans votre aventure, ou ça ne change rien? Si vous aviez été des hommes, vous auriez fait quelque chose? Voilà. Est-ce que c'est une dimension particulière qui vous tenait à cœur, ou qui a fait que ça a déterminé votre parcours? Je ne suis pas un bon exemple pour ça. Peut-être commencer à... Non, effectivement, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a une spécificité à être femme et dans ces expériences qui sont qui demandent énormément? C'est vrai que les femmes ne sont pas nombreuses dans le milieu de l'aventure. Enfin, au niveau spatial, il y a 10% de femmes dans l'aventure spatiale habitée, 10% de femmes cosmonautes. Et toujours maintenant. C'était le cas à l'époque, en 85. Et il y a eu une sélection récente de l'Agence spatiale européenne en 2008. Et là aussi, il n'y avait que 10% de femmes qui ont candidaté. Et une seule femme recrutée. Elle est d'ailleurs en orbite. Si vous regardez la station passée ce soir, Samantha Cristoforetti est à bord pour un vol de 6 mois. Une astronaute européenne de nationalité italienne. Donc... voilà. Il y a à peu près 50 femmes qui ont volé aujourd'hui. Moi, j'ai rappelé que cette aventure était une aventure collective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes nommé pour une mission, tout est fait pour que la mission réussisse. Et moi, par rapport à ce que disait Laurence, j'ai en tête équipe, équipage, travailler ensemble pour réussir une mission. Quand l'objectif est le succès, que vous soyez homme, femme, de culture slave ou de culture japonaise, avec un système métrique ou pas un système métrique, il faut faire avec tout ça pour réussir. Donc, en fait, on adapte éventuellement des procédures qui étaient écrites uniquement pour les hommes. Bon, moi, je me suis entraînée pour des sorties extravéhiculaires. C'est vrai que le scaphandre de sortie extravéhiculaire côté russe était un scaphandre d'homme. Donc vous imaginez, un scaphandre pressurisé, manipuler les gants pour défaire les écrous de l'écoutille, ça peut prendre un temps fou quand on n'a pas les gants complètement adaptés. Donc on avait transformé les procédures de façon à ce que ce soit successful. L'objectif était le succès. Donc moi j'ai plutôt vécu à chaque fois l'enrichissement par la diversité sur un objectif de succès. Alors après, le fait d'être une femme à bord de la station, je l'évoque, c'est vrai que dans une société mixte, on n'a pas les mêmes comportements, et que moi j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à vivre dans cet environnement mixte avec des collègues masculins qui étaient attentifs, disponibles, et avec des façons de prendre les décisions d'un équipage qui étaient assez consensuelles, et où on discutait très largement, ce qui n'est pas toujours le cas dans des équipages strictement masculins. On dit d'ailleurs que pour les explorations martiennes, ces vols de très longue durée, la nécessité de l'équipage mixte, culturellement et mixte en genre, est quelque chose d'important. Et c'est vrai que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc, j'ai jamais vécu une particularité ou une difficulté parce que l'objectif était le succès et qu'on composait avec des facettes différentes, mais qu'elles étaient au service d'un objectif à atteindre. Je voudrais, sur cette question, peut-être être sur un point plus spécifique. Vous êtes toutes les deux mamans. Est-ce que, au cours de vos missions, est-ce que le lien avec les enfants est un lien fort, et est-ce
est-ce qu'on le ressent pendant ces moments quand même qui sont où il y a beaucoup de menaces, où il y a quand même un risque plus ou moins fort à assumer? Alors d'abord, je voudrais juste dire 2 mots concernant la condition féminine. Oui. Bon, moi, je me suis jamais positionnée en tant que femme dans les choix que j'ai faits. C'était une réalisation, c'était une passion. C'est toujours d'ailleurs une passion, mais que j'exerce différemment. Et je l'ai fait avec ce que j'avais à ma disposition en tant que femme. Par contre, j'ai parfois trouvé que c'était un petit peu compliqué. Alors, c'est un peu différent. C'est vrai que Claudie, elle a une équipe, vous êtes tous au même niveau sur le plan scientifique. C'est vraiment quelque chose de très solide et de très cohérent et de très homogène, on va dire. On s'entraîne des mois et des voilà. mois. Donc c'est complètement différent. Moi, il y a une dimension de solitude qui est très particulière, pas dans l'Himalaya, mais en Antarctique. Donc la relation est forcément, et les enjeux sont un peu différents. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que parfois, c'était un petit peu compliqué sur le plan psychologique à gérer. Pas forcément dans les sens qu'on imagine. Oui. Et sur le plan physique, ça m'a obligée à... Claudie parlait des différentes facettes. C'est vrai que j'ai fait appel à des facettes qui sont proprement féminines et qui sont différentes de celles des hommes. C'est sûr qu'un homme, moi je me souviens au départ du pôle Sud, pour ma 2e expédition, j'étais avec un Polonais, il mesurait 2 mètres, il faisait 110 kilos. Bon, quand il se penchait, son traîneau bougeait. On avait chacun un traîneau de 150 kilos. Bon, moi, quand je me penchais, le traîneau, il bougeait pas. Donc, il fallait que pour pouvoir faire bouger ce traîneau, que je fasse fonctionner mon corps d'une manière totalement différente. Et c'est cet affrontement avec cette difficulté qui m'a fait trouver des solutions qui, je ne pourrais pas expliquer maintenant, puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais que j'ai ressenti. Voilà, c'est avec cette espèce de traîneau qui était ma 2e maison et qui était harnaché à moi du matin jusqu'au soir, j'ai compris comment, dans le mouvement, dans la dynamique du mouvement, j'étais capable de faire bouger le traîneau en fonction du terrain et en fonction de la pente et des obstacles. Voilà. Alors, en ce qui concerne rapidement pour la relation avec les enfants, là encore, je pense que les choses seront très différentes de Claudie. C'est que dans l'expédition, en particulier la 2e, j'étais vraiment extrêmement exposée. Donc le risque, même si j'étais convaincue que j'allais m'en sortir, j'avais besoin d'une concentration et d'une compréhension de l'environnement qui m'obligeait à éloigner des pensées qui éventuellement m'auraient affaibli ou qui m'auraient détourné de la compréhension que je devais absolument avoir pour rester en vie. Donc globalement, je m'autorisais à penser à mes filles que dans les moments où je me sentais réellement en sécurité. Voilà. Oui, moi j'avais une mission de 10 jours, la seconde mission. Ma fille avait donc 3 ans à l'époque. Le système avec lequel j'ai volé, on l'entend au début du film, la fusée Soyouz a été tirée 1680 fois en 2001, donc depuis beaucoup plus. C'est un système hyper robuste, hyper fiable. C'est presque la même fusée que Gagarine. Je vous signale que le 12 avril, dimanche, 12 avril pour nous, cosmonautes, c'est le jour anniversaire du vol de Gagarine, 12 avril 61. Donc on va téléphoner à nos amis russes et on va les féliciter, comme il se doit. 54e anniversaire, si je ne me trompe pas. Oui, 12 avril 61, premier vol de l'homme dans l'espace. Donc c'est un système hyper fiable, techniquement. Nous sommes longuement préparés. C'est pour ça que nous sommes des astronautes professionnels. On peut vraiment gérer chacun des éléments. On connaît les risques, on les maîtrise, on est entraîné. L'entraînement est beaucoup plus difficile que ne l'est le vol, parce qu'un entraînement en simulateur, c'est une panne toutes les 10 minutes et si vous ne découvrez pas la panne ou vous ne trouvez pas la bonne façon de résoudre la situation, vous n'avez pas une bonne note à la fin du simu, et on veut toujours avoir la note maximale, et en général on y arrive. Donc on est prêt, on se connaît bien entre membres d'équipage. On est vraiment un équipage qui se comprend à demi-mot. Bien évidemment, je parle russe puisque tout se passait en russe. Donc j'avais vraiment une confiance dans ma capacité à maîtriser ces risques qui, par ailleurs, ne sont pas si extrêmes que ça. Je dirais peut-être pas la même chose si j'avais volé sur la navette, le shuttle, parce qu'il y a des phases de la mission où il n'y a vraiment aucune possibilité pour l'équipage, où il n'y avait aucune possibilité de l'équipage de s'en sortir. Et on le sait, puisqu'à 2 reprises, il y a eu
ces catastrophes de navettes. 14 astronautes qui ont perdu. Oui. Alors que du côté russe, même sur le pas de tir, un incendie sur le pas de tir, on peut éjecter la capsule. Bon, ça va faire mal parce que la force va être importante, mais la capsule peut retomber sous parachute. Donc, j'avais pas l'impression de prendre un risque considérable. J'avais l'impression d'avoir les outils pour maîtriser le risque. Et c'est pour ça que tout à l'heure, à la question de Dorothée, peut-être disant est-ce que j'aurais vécu l'aventure de Laurence, je suis pas sûre parce que je pense qu'elle a pris beaucoup plus de risques que ce que j'ai pu affronter. Et bon, par ailleurs, c'est vrai que le système tel que je l'ai vécu, et je parle de mon expérience personnelle, la Station spatiale internationale, c'était pratiquement une communication permanente avec le sol. Donc on peut décrocher le téléphone de la station et on peut appeler sa petite fille qui est en train de jouer à la maison, puis qui vous dit « Maman, rappelle-moi tout à l'heure, tu me déranges ». Et oui, ça m'est arrivé plus d'une fois pendant ma mission. Et puis, il y a toujours un vaisseau à accrocher à la station, un vaisseau Soyouz de retour d'urgence. En plus, j'avais acquis la compétence de pilote d'évacuation de la station, pilote de Soyouz. Donc, je pouvais ramener le Soyouz en cas de problème de dépressurisation, d'incendie, puisque j'avais la qualification retour d'urgence. Et c'est dit dans le film aussi, en 5 heures, à partir du moment où on a refermé les coutilles, on est dans le vaisseau Soyouz, désamarrage, impulsion de freinage, retour dans l'atmosphère, en 5 heures, on est au sol. Mais, il y a un bon contrôle. Au contrôle, mais excusez-moi un peu insister, est-ce que, effectivement, on vous voit très heureuse pendant votre mission, parce que les choses marchent, et là, vous nous dites qu'effectivement, le système est rodé, mais est-ce que quand même cette menace n'est pas juste derrière la petite paroi du vaisseau, est-ce que d'une façon, bien sûr, extrêmement dramatique, le film Gravity ne rappelle pas que ce danger est juste à quelques mètres de vous? C'est voyage extrême, environnement extrême. Effectivement, il y a une paroi qui sépare une atmosphère reconstituée du vide spatial et s'il y a une percussion par un objet, un débris spatial, il peut y avoir un problème potentiel. Est-ce qu'on l'oublie pendant la mission, du fait que ça soit si rodé depuis 54 ans? On l'oublie pas, c'est la première chose qu'on fait quand il y a le réveil du matin, c'est vérifier l'étanchéité de la station. On est sans arrêt en regard sur cette pressurisation. On a appris pendant l'entraînement à réagir à une dépressurisation lente, une dépressurisation rapide, une dépressurisation explosive. On sait comment isoler les différents modules. On est entraîné à ces éléments. On est entraîné à l'incendie. Moi, la Station spatiale internationale, il y avait une composante russe, une composante américaine. J'ai passé aussi du temps aux États-Unis pour m'entraîner sur le segment américain, sur les éléments de sécurité, justement, du vol. Donc, non, je confirme, il y a des risques, mais on est amené à les maîtriser, à savoir les gérer. Et après, se retrouver avec un gros objet qui viendrait percuter la station et qui n'aurait pas été vu par les stations au sol, enfin les contrôles au sol, parce il y a des petits moteurs qui peuvent permettre de faire varier l'altitude de la station. Et s'il y a 2 trajectoires qui se croisent, en général, le centre de contrôle nous fait activer les moteurs pour qu'on modifie l'orbite de la station pour ne pas rentrer en collision avec l'objet qui peut s'approcher. Donc, après, il y a un risque. Il y a des risques, bien évidemment. Mais la vie est... Il y a des risques partout. Et je n'avais pas le sentiment de courir beaucoup plus de risques dans la station qu'on peut encourir dans une vie quotidienne ou quand on monte comme dans un avion, comme vient de nous le rappeler une actualité très, très récente. Dramatique, oui. Des questions dans la salle? Bonsoir. J'avais une question parce que, en fait, Laurence, vous avez dit plusieurs fois que vous avez trouvé des réponses à la suite de votre expédition en Antarctique, mais vous n'avez pas forcément précisé des réponses à quelles questions. Et savoir peut-être que toutes les deux, avant l'expédition, vous avez eu des pensées ou des attentes par rapport à ce que vous alliez vivre. Et je voulais savoir un petit peu l'origine ou le type d'attente ou de questions que vous pouviez avoir en tête avant une telle expédition.
Oui, alors c'est une question à la fois essentielle et en même temps super compliquée, parce que finalement, c'est toujours des histoires très personnelles. Ce sont des parcours personnels, c'est une réalisation personnelle, et les réponses que j'ai trouvées sont proportionnelles et sont à mettre en rapport avec ma propre histoire. La seule chose qui m'a semblé peut-être le plus important, et sur lequel j'essaye en particulier de beaucoup communiquer avec mes filles, c'est ce sentiment d'existence très fort, de liberté, et l'idée que finalement, on a toujours le moyen de faire de sa vie quelque chose que l'on peut choisir. Et ça, dans un monde où on essaye de vous codifier, de vous mettre dans des moules, de vous dire c'est ça qui est bien, de vous assurer, de vous contre-assurer, de vous surassurer. Et finalement, ça a été un sentiment qui m'a donné quelque chose de très puissant, et qui m'a fait dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, où que je vive, avec qui je pourrais vivre, les choses se passeront forcément d'une manière intéressante, et les choses se passeront bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à votre question, mais c'est vrai que je suis partie d'une histoire de famille exilée, avec le sentiment de ne jamais finalement avoir le droit d'exister là où j'étais, d'être toujours propulsée ailleurs, avec des contacts que je trouvais toujours frustrants avec les autres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de résoudre en fait cette équation. Voilà. C'est très caricatural, hein, mais... Moi, je converge complètement avec ce que vient de dire Laurent sur le choix de sa vie, de pousser des portes qui peuvent paraître compliquées, mais si quelque part ça résonne avec quelque chose qui est fort en vous, une passion, une envie, voilà, faire ce choix, avoir l'audace de faire ce choix, et cette liberté que ça donne, et effectivement de pouvoir faire les choix dans sa vie. On a des choix exceptionnels qui nous ont été possibles, mais il y a d'autres choix d'autres niveaux qui le sont à chaque instant de la vie. Et il faut essayer de ne pas subir cette vie, mais effectivement d'avoir toujours cette liberté dans le choix. Et peut-être l'autre chose que moi je voulais démontrer, mais c'est Laurence également, c'était le fait de faire un choix, mais de le faire pour le réussir. Et donc, c'était me mettre en capacité de réussir. Et moi, j'ai évoqué ces missions spatiales où vous avez effectivement des équipes de 50 chercheurs, des équipes de 100 ingénieurs qui préparent tout ça. Ils sont avec vous pendant les années de préparation à la mission. Et puis, vous l'avez vu, le jour où vous grimpez le petit escalier là, pour monter en haut de la fusée, là, vous êtes tout seul. Hein, et donc là, vous endossez complètement la responsabilité. Et moi, ce que ces aventures m'ont appris, c'est que le mieux on est préparé, le plus on a de chance de réussir. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire dans chacune de ces aventures de vie ou de ces choix de vie que je saisis. C'est de me donner les moyens de les réussir. Parfois, c'est compliqué. Il n'y a pas que des réussites. Laurence et moi, on a eu des échecs. Hein. Mais c'est pareil, d'un échec, on apprend. Et puis, ça donne des forces et des nouvelles possibilités pour les aventures suivantes à venir. Puis moi, je crois que ça m'a donné aussi un très grand sens de l'humilité, parce que finalement, j'ai eu le sentiment, quand je me suis retrouvée en plein milieu de l'Antarctique, que j'étais pas grand-chose, que je pensais être super bien préparée, mais que finalement, pour essayer de franchir le cap de l'inconnu, de derrière l'horizon, il fallait que je me libère de tout ce que je croyais savoir, de ce que j'avais appris, pour apprendre un peu plus et recevoir ce que j'allais pouvoir recevoir en marchant pas après pas et mètre après mètre. Et ça, c'est finalement juste la capacité d'une forme d'ouverture d'esprit, en fait, qui a été quand même super importante pour moi. Une question, je crois. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Vous parliez de risque, vous parliez de votre statut de femme. J'aimerais connaître votre sentiment sur tout ce qui est exploration martienne, où c'est une dimension tout autre, puisqu'il n'y a pas de retour prévu.
Les missions des agences spatiales sont prévues avec retour. Il y a une mission non-agence qui est prévue sans retour. Je ne la cautionne pas complètement. Enfin, ça ne fait pas partie de mon... Ça ne ferait pas partie de mes choix, mais je peux imaginer que certains les fassent. Donc avec plaisir pour en parler. Et Claudie, vous faites partie des 500 Homo sapiens à avoir quitté notre planète parmi les 100 milliards. Peut-être qu'il y en aura beaucoup plus dans les 54 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez, vu que pendant le XXIe siècle, on va être forcément confronté à une crise majeure et qui va entraîner des discontinuités dans nos services écosystémiques, par exemple. Alors, la plus belle conquête de l'espace, c'est la connaissance de la planète Terre. Donc ça, c'est déjà, il faut reconnaître, la conquête de l'espace, elle n'est pas très ancienne, elle a 60 ans, mais de voir la Terre à distance nous a permis de prendre conscience, effectivement, de tout ce que vous dites, de sa fragilité, de sa finitude, si on peut employer ce mot, et donc de notre responsabilité en tant que chaque terrien individuellement et terrien collectivement dans la préservation pour qu'on n'arrive pas à des ruptures des écosystèmes comme vous les évoquez. Et pour moi, la conquête spatiale, l'exploration ou la conquête spatiale habitée n'est pas quelque chose qui nous fait fuir de cette planète Terre, de cette planète nourricière. Bon, Tsiolkovsky disait qu'on n'allait pas rester toujours dans son berceau qui est la Terre. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans des fuites de la Terre. On est dans de l'exploration des possibles, qui sont encore inatteignables aujourd'hui. Et au cours de ce 21e siècle, moi, je suis tout à fait persuadée qu'il y aura une aventure martienne organisée, avec vol aller, avec séjour sur la planète Mars et avec retour. Alors, on a tous imaginé, parce qu'il y a eu des tas de programmes spatiaux qui nous faisaient penser que ça serait en 2010, en 2020, en 2030. Bon, je ne sais pas si ça sera pendant la première moitié de ce siècle, mais probablement les astronautes martiens sont nés, ou sont tout petits, sont encore au berceau, mais ils sont déjà là. Donc il y aura des missions martiennes. Il y aura bien évidemment pour des missions de ce type la nécessité de prévoir des habitats, une façon de développer des ressources sur la planète, mais pour réaliser ces missions. C'est de la science-fiction que d'imaginer qu'on peut approcher la terraformation de la planète Mars et que des équipages de terriens en détresse se réfugient sur des bases martiennes ou d'autres planètes, pourquoi pas, puisqu'on sait aujourd'hui que dans d'autres systèmes que notre système solaire, il existe aussi des planètes autour de ces étoiles, et peut-être, pourquoi pas, y découvrir la vie ou des possibilités d'y voir survivre des intelligences. Donc moi, je crois en ces explorations martiennes. Après l'aventure que vous évoquez avec je ne sais plus combien de candidats aujourd'hui qui sont encore déterminés à ce voyage sans retour. Ça fait partie d'une aventure de vie très, très différente. Enfin, je ne pense pas que ce soit ni le moteur de Laurence, ni le moteur qui a été le mien de s'embarquer pour une aventure sans retour. Si on est là aujourd'hui, et ça fait un petit moment qu'on a vécu nos aventures, on a toujours le même bonheur à les partager, à les transmettre, à les faire vivre, à vous faire acquérir peut-être par du vécu ou par des sommes de connaissances acquises, eh bien, apprendre et découvrir des choses qui ne vous sont pas accessibles aujourd'hui parce qu'on a eu la chance de les vivre. Mais cette partie de la transmission de l'aventure, je trouve qu'elle est essentielle. Et j'ai commencé mon propos en disant que d'avoir vu une fois par mois ces connaissances du monde et ces aventures, voilà, si ça peut donner envie de lever les yeux au-dessus de l'horizon de notre quotidien et puis de faire de notre vie une belle aventure, moi, c'est tout ce que je cherche et c'est ça qui m'a amené à avancer. Et bon, l'aventure martienne, elle sera présente au XXIe siècle et elle nous permettra de trouver des solutions, j'en suis sûre, pour ne pas arriver à des moments de rupture
de notre écosystème. Les vols habités aujourd'hui en orbite basse ont bien sûr des éléments d'une recherche scientifique, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans un laboratoire en microgravité, d'une recherche physiologique qui essaie de comprendre comment l'être humain peut rester plus longtemps. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un équipage qui est parti là, il y a quelques jours, fin mars, pour un vol d'une durée de 1 an, alors qu'aujourd'hui, les incréments, comme on les appelle, sont de 6 mois. Donc pour faire vraiment un travail sur le vol de longue durée, les missions à Concordia ou Dôme-C sont également prévues pour ça. Et puis il y a une troisième partie de ce travail en microgravité dans le laboratoire orbital, c'est aussi de trouver des solutions pour mieux gérer les ressources, pour avoir des modes de propulsion ou des modes énergétiques différents. Alors, il y a la partie vol habité qui y contribue, et puis il y a toutes les recherches spatiales qui sont menées dans les agences sur la récupération d'énergie solaire autre que par les panneaux solaires posés au sol ou d'autres systèmes d'énergie que le spatial peut nous permettre d'apprivoiser pour résoudre ces problèmes terrestres. Mais je crois qu'on a quand même tous regard vers la Terre dans l'aventure qu'on continue à explorer. Votre expérience, Laurence, sera certainement très utile pour la génération suivante à destination de Mars, puisqu'on trouve un climat assez proche de celui de l'Antarctique. J'aimerais beaucoup participer à la préparation des prochains équipages, que ce soit d'ailleurs en Antarctique ou ailleurs. C'est vrai que je trouve qu'être aux côtés de gens qui ont pour des objectifs de faire des choses aussi fantastiques, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. C'est ça, il fait aussi moins 50 sur Mars. Donc bonne chance à ceux qui vont avec un billet aller simple. À Concordia, je crois que c'est l'année dernière, en plein hiver, elle a fait moins 90. Donc je pense que l'entraînement sera bien. Il y a toujours pire. Quelques questions encore. Moi, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous vous définissez comme aventurière, comme exploratrice? Quel est le terme le plus approprié? Je ne suis pas privilégiée, en tout cas, parce qu'on a eu des vies très, très riches et on a eu la chance d'approcher des choses absolument extraordinaires. Mais on fait quand même partie d'une grande famille. Moi, j'ai toujours un immense plaisir à retrouver Laurence et ses expéditions et ses aventures, tout autant que de retrouver des navigateurs et navigatrices. Et je pense que c'est la même chose pour Laurence. C'est vrai qu'on partage cette jouissance de l'exploration. Oui. Donc, oui, moi, je refuse pas le terme d'exploratrice. Un petit peu le terme d'aventurière avec la noblesse du mot aventurière. Voilà. Je suis d'accord. Une ou deux dernières questions brèves. Oui, monsieur. Du coup, on parlait de futur, on parlait d'enseignement. Claudine, vous nous avez un peu parlé du coup de votre futur. Vous, Laurence, est-ce que vous avez des projets? Enfin, vous pourriez d'ailleurs en reparler, Claudie. Est-ce que vous, Laurence, vous avez des projets particuliers pour ces prochaines années? Un autre voyage à l'autre bout du monde? Non. Alors, des projets vraiment personnels comme ceux que j'ai pu réaliser, non. Donc, comme on en parlait jusqu'à présent, et ce que disait Claudie, qui est vraiment très, très importante, c'est la possibilité de transmettre. Donc, de communiquer et de participer à d'autres projets pour permettre à d'autres personnes de faire mieux, de faire différemment, d'aller plus loin, d'ouvrir d'autres horizons sur l'inconnu. Donc, globalement, mon projet, c'est ça, quel que soit d'ailleurs l'endroit. Donc, je suis sur plusieurs idées. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore suffisamment avancées pour qu'on en parle, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Là où je voudrais faire un complément, l'exploration ou l'aventure, comme on l'a vécu, je pense que ça nous donne aussi ce goût, parce que c'est nécessaire pour réussir et pour aller plus loin, de l'innovation, de la créativité, et ce que moi j'ai toujours ressenti dans toute aventure scientifique. Je trouve que c'est absolument indispensable à notre société d'aujourd'hui. Je trouve qu'au XXIe siècle, les choses vont tellement vite, il y a tellement de possibles, il y a même des probables, même des improbables qui deviennent des possibles. Avec des outils absolument extraordinaires que la science et la technologie peuvent nous apporter. Il faut qu'on garde cet esprit créatif
innovant. Il y a toujours à apprendre du progrès à faire différemment, quel que soit le lieu, dans son travail, dans sa vie quotidienne, dans sa façon d'avoir une pratique sportive ou autre. Toujours garder cet esprit innovant et créatif. C'est aussi dans l'aventure de la vie. Moi, je crois que ce qui est très important, enfin pour moi en tout cas, qui a été très important, c'est de me dire que pour en savoir plus, il faut savoir se libérer de ce que l'on sait déjà. Et par exemple, il y a un projet auquel je m'associerais volontiers, s'il pouvait se mettre en œuvre, et ça n'a pas encore été le cas, c'est de m'associer à une équipe qui voudrait faire la traversée de l'Antarctique pendant l'hiver. Et pendant l'hiver polaire, il faut savoir que donc il n'y a pas aucune luminosité, hein, c'est la nuit totale, que les températures, comme j'ai dit tout à l'heure, le maximum c'est moins 90, mais bon, ça varie en moyenne entre moins 70 et moins 80. Que voilà, il y a pas de lumière, il y a le froid extrême, et donc là, ce serait vraiment l'occasion de pouvoir tester à la fois l'humain, le matériel, et ça, je trouve que c'est un projet qui va se réaliser, hein, parce que finalement, toutes les choses vont se réaliser un jour ou l'autre, mais ça, j'aimerais beaucoup pouvoir y participer, et en tout cas, pouvoir être à l'origine et de voir des gens démarrer là-dessus. Je trouvais ça fantastique. Merci. Une dernière question. On va peut-être s'arrêter là puisqu'on est arrivé à l'horaire prévu. Merci, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos témoignages et vos questions, ces échanges qui motiveront peut-être d'autres à prendre le relais et continuer cette expérience, effectivement, et de liberté, et de préparation et de réalisation pour repousser les limites humaines. Merci beaucoup pour donc votre présence. Avant de vous quitter, je vous rappelle que les livres donc, sont disponibles. Il y a plusieurs livres disponibles là qui sont à votre disposition et qui peuvent être dédicacés et par Claudie et par Laurence. Merci d'être venu ce soir, malgré le beau temps. Merci.